Je pense aujourd'hui que les conséquences de la crise de 2015 et 2016 ont clairement démontré que le tourisme est un pilier indispensable de l'économie tunisienne, que tous les secteurs d'activité sont liés de près ou de loin au tourisme. Vous pouvez réfléchir à tous les secteurs d'activité, peut-être uniquement le secteur minier n'est pas lié au tourisme, sinon tout le reste, la santé, le textile, l'agriculture, l'agroalimentaire, l'industrie, le bâtiment, le commerce, tout ça est impacté au tourisme. Alors il y a deux choses. Il y a un nettoyage qui va se faire d'une manière naturelle. C'est-à-dire que ceux qui ont compris qu'il faut miser sur une qualité, sur un respect du travail, un respect de la qualité, une amélioration du produit, vont pouvoir réussir malgré une crise qui est profonde. Et ceux qui continuent à rester dans un système ancien qui est donc de la vente uniquement à travers du tour opérateur et d'attirer le client uniquement grâce au prix, peu importe les conséquences sur la qualité, je pense particulièrement que ceux-là n'ont pas un avenir certain dans le tourisme, dans l'hôtellerie. Donc je pense qu'il va y avoir d'une part un écrémage qui va se faire d'une manière naturelle et d'une autre part, je l'espère en tout cas, un développement du tourisme qui va se faire en dehors des circuits habituels du tour opérateur. Ça, c'est mon espérance. Ce n'est pas encore le cas. Il faut plusieurs éléments pour qu'on puisse y arriver, mais selon moi, l'avenir, il va dans ce sens. Le bradage du prix, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une politique qui consiste à ramener le client avec le prix, peu importe ce qu'on va lui offrir. Alors, c'est un travail qui se fait pour moi d'une manière consensuelle entre le tour opérateur et l'hôtel, parce que le tour opérateur qui signe un hôtel en all inclusive à 15 €, eh ben, il ne peut pas imaginer que cet hôtel va offrir des prestations de qualité à ses clients. Et donc, je pars du principe que c'est une fuite en avant. C'est de se dire on a besoin de trésorerie, on n'a pas besoin de résultats. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de toujours courir derrière une trésorerie parce qu'à un certain moment, il faut qu'on ait des résultats pour pouvoir réinvestir dans son entreprise, la développer, faire la maintenance nécessaire et respecter les règles et les normes internationales. Alors la fédération, elle a plusieurs rôles. Elle a des rôles qui sont des rôles de partenariat avec les administrations de tourisme et l'administration et le gouvernement d'une manière générale. Donc on est là pour apporter notre point de vue, pour être une force de proposition, pour participer à toutes les stratégies qui peuvent toucher le tourisme en général et l'hôtellerie en particulier. On est là également pour défendre nos intérêts et pour les informer. Notre rôle est, dans un second tour, et j'espère qu'on pourra l'accomplir, est de sensibiliser nos adhérents sur les nouvelles tendances, sur les démarches à suivre, sur les best practices, sur les erreurs à ne pas commettre. Mais on va en aucun cas se substituer à leur fonctionnement, à leur management à eux. Donc on a ce rôle-là de facilitateur, de partenaire qui a comme objectif de montrer le bon chemin à suivre et on est ce lien qui est entre la profession et l'administration, c'est-à-dire qu'on doit être à l'écoute de nos adhérents pour transmettre l'information correcte auprès de notre administration et on a également notre rôle de transmettre les directives et la stratégie de l'administration vers nos adhérents. Ça c'est d'une part. Et puis, en dehors de cette relation entre les adhérents, la fédération a comme rôle de promouvoir la destination, le terroir tunisien, l'artisanat. C'est des nouvelles activités qu'on est en train de défendre parce qu'on part du principe que l'hôtellerie a besoin avant toute chose d'un produit touristique et non pas uniquement d'un hôtel. Je pense que les hôtels fonctionnent si le produit est valorisé, s'il est mis en avant, s'il est défendu, s'il est protégé, si on parle de l'artisanat. Et c'est à travers cette approche-là
que la fédération va pouvoir redorer l'image du produit touristique ou en tout cas contribuer à cela. Les membres doivent d'abord prendre conscience de la nécessité de travailler sur une approche qualitative. Et quand je dis qualité, je ne veux pas dire luxe. Dans tout type d'hôtel, il y a la possibilité de faire de la qualité, d'être respectueux de l'environnement, d'être respectueux des droits sociaux et de se dire voilà comment je peux faire pour mieux recevoir mes clients, pour mieux digitaliser mon produit, parce qu'aujourd'hui le commerce digital pour le tourisme est la première. Enfin, le circuit digital est la première source de revenus dans le tourisme, donc il faut que nos hôtels s'adaptent à cela. Et puis, donc ça c'est une des premières interactions qui peut se faire. Et puis nos adhérents, on les invite à venir s'engager massivement pour donner plus d'objectivité et plus d'efforts, et plus de force plutôt à la fédération. Donc l'adhésion d'un maximum d'hôtels est quelque chose d'indispensable pour le bon fonctionnement de la fédération. Alors, les priorités sont complexes parce qu'on a toujours voulu réfléchir sur comment mettre en place une stratégie à moyen long terme. C'est-à-dire qu'on a toujours, que ce soit au niveau des fédérations ou au niveau de l'administration, réfléchi sur du court terme, c'est-à-dire que faire pour la saison à venir. Aujourd'hui, nous, on a comme ambition de travailler sur du moyen et long terme. C'est-à-dire tout à l'heure, quand je vous ai parlé de la valorisation du terroir, de la gastronomie tunisienne, d'une part importante de la culture dans le produit touristique et dans l'hôtellerie en Tunisie, ce sont des choses qu'on a envie de défendre et de partager. Donc je pense que la première des priorités, c'est de redorer un petit peu l'image du tourisme et de l'hôtellerie tunisienne à travers des actions concrètes qui sont la valorisation de la gastronomie dans les hôtels, la participation aux nouvelles normes. Vous savez, les normes de classement des hôtels datent depuis 2005, donc aujourd'hui on est en train de travailler sur la mise en place de nouvelles normes. Donc ce sont des priorités qui sont axées sur de la qualité en général. Après on a également comme obligation et devoir d'assister nos adhérents dans les différentes difficultés qui peuvent faire face, des difficultés sociales, des difficultés économiques. Donc on a également travaillé sur des solutions de financement pour solutionner les problèmes d'endettement de certains hôtels. On travaille également sur l'approche environnement, donc avec les autorités locales, pour œuvrer à ce que les zones touristiques et les zones balnéaires soient mieux adaptées, mieux maintenues, dans un meilleur état de propreté. Donc ce sont ces éléments-là dont la fédération se doit de défendre. Alors oui, c'est une solution qui rentre dans un programme qui s'appelle le Livre Blanc, qui ne touche plus que le ASTB, mais qui touche plusieurs banques. Et donc c'est une solution qui permet d'être gagnant-gagnant, c'est-à-dire que c'est basé sur du volontariat, il n'y a personne, aucun hôtelier n'est obligé à le faire, mais l'hôtelier s'engage à respecter un business plan qu'il va remettre. C'est très important, c'est-à-dire que le business plan doit être objectif et réalisable. Et d'un autre côté, la banque s'engage à supprimer les intérêts et se faire rembourser uniquement sur le principal. Je pense que c'est une des solutions les plus réalisables depuis de très nombreuses années et sur laquelle la fédération a commencé à travailler dès son investiture, dès que le groupe a été élu. C'était la première chose sur laquelle nous avons travaillé. Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'un hôtelier doit de toutes les manières compter sur lui-même et ne pas s'imaginer que la solution va venir grâce à une entité extérieure, que ce soit la fédération ou l'ONTT.
Ça, c'est quelque chose qui est indéniable. C'est-à-dire que l'hôtelier doit se dire qu'il doit améliorer, qu'il doit faire des benchmarks pour voir qu'est-ce qui se fait de mieux à l'étranger. On reçoit des visiteurs qui viennent de partout dans le monde et qui donc ont testé de l'hôtellerie différente dans d'autres pays. Et donc on doit toujours se mettre à niveau et toujours améliorer. Mais d'un autre côté, un hôtelier a besoin d'avoir une vision stratégique. Et c'est là où c'est pour cela que la fédération exige qu'il y ait une vision, une stratégie qui soit claire, qui soit communiquée, et non pas uniquement de se dire oui, nous avons une stratégie, mais personne ne sait quelle est cette stratégie-là. Nous avons d'ailleurs activement travaillé avec le ministère et l'Office du tourisme dans les assises du tourisme pour être également de nouveau une force de proposition. Mais voilà, l'hôtelier ou le promoteur en général, il veut savoir où va être la Tunisie dans les prochaines années pour pouvoir adapter ses investissements dans ce sens-là, préparer sa distribution. Si on parle de l'Open Sky par exemple, sachant que ça fait 10 ans qu'on nous raconte que l'Open Sky c'est pour aujourd'hui, on a commencé en 2007, nous sommes en 2017, il n'y a toujours pas d'Open Sky, et donc l'hôtelier, est-ce qu'il va investir sur la digitalisation de son produit, est-ce qu'il va investir sur des moyens de transport pour ramener des clients d'une manière individuelle des aéroports, ou est-ce qu'il va toujours se dire, bon, si l'Open Sky n'est pas là, on attend toujours le bon vouloir des tours opérateurs. En fait, elle est en train de s'adapter. Réellement, elle est en train de s'adapter. Les hôtels des années 80 ne sont pas ceux des années 90 et ceux des années 2000 ne sont pas ceux des années 2010. Donc il y a une adaptation qui se fait. Quand on imagine l'impact du digital et des réseaux sociaux aujourd'hui, alors qu'ils n'avaient quasiment pas d'impact il y a à peine 10 ans, c'est de la transformation qui se fait. Le métier de revenue manager et les réseaux de distribution pour vendre en ligne, c'était des choses qui étaient très minimes il y a à peine 10 ans et qui sont aujourd'hui primordiales. Donc l'hôtel est en train de s'adapter et l'hôtel, tout comme n'importe quelle autre industrie, elle doit s'adapter aux demandes et aux exigences du consommateur. Ce sont eux qui décident de tout. Nous, on est là pour s'adapter à cette demande-là. Et celui qui va refuser de s'adapter à ce que le client demande va se retrouver hors circuit. Maintenant, globalement, la demande du touriste de 2017, c'est plus d'autonomie. Aujourd'hui, tout le monde est appris à avoir de l'autonomie grâce à Internet. Donc nous devons lui fournir cette autonomie-là. Donc nous devons lui assurer une connexion de qualité dans l'hôtel, mais idéalement aussi en dehors de l'hôtel. Donc nous devons développer cette technologie-là. Et cette technologie-là, lorsqu'elle est développée et que le visiteur peut visiter toute la Tunisie tout en étant connecté et sans que ça lui coûte cher, il ne faut pas oublier que le roaming data est très très cher, donc on doit trouver des solutions locales, mais tout en utilisant son propre terminal, donc son propre iPhone ou son propre smartphone, on va pouvoir développer de l'économie grâce à cette technologie-là. C'est-à-dire que le vendeur d'artisanat, il sera disponible sur Internet et le client pourra le trouver sur Internet, il pourra maximiser son chiffre d'affaires et s'orienter plus sur le digital. Les lieux archéologiques, s'ils sont valorisés d'une manière digitale grâce à Internet, le touriste pourra envisager la possibilité d'acheter son ticket d'entrée sur Internet, de prendre rendez-vous pour un guide sur Internet et une fois sur place, il aura Internet pour pouvoir communiquer, faire un selfie avec un temple romain et le communiquer sur Instagram ou sur Facebook. Et on crée donc une dynamique et une boucle qui permet que le prochain se dit que tiens, on peut aller d'une manière indépendante et voilà. Et donc c'est cet outil aujourd'hui qui est disponible, parce que la technologie est tellement avancée que partout dans le monde, il y a des solutions, des applications extraordinaires. Le seul élément commun à ces applications-là et à ces éléments-là pour qu'ils puissent fonctionner, c'est la disponibilité du réseau Internet. En fait, le service de qualité aujourd'hui, quand on le communique, on ne communique pas dessus, il existe d'une manière transparente sur Internet. Des sites tels que TripAdvisor, Booking.com, HolidayCheck, c'est des sites qui sont énormément consultés par n'importe quel consommateur, tunisien ou étranger, pour connaître la qualité objective de tel ou tel établissement.
Donc je pense que c'est pas forcément intéressant aujourd'hui de communiquer sur de la qualité, sachant qu'une qualité c'est subjectif. C'est-à-dire, je donne un exemple, vous êtes en voyage de noces, vous vous retrouvez dans un hôtel qui s'adresse plutôt à des familles, pour vous c'est un hôtel qui n'est pas intéressant et donc ça va être négatif. Et inversement, vous venez dans une famille pour que vos enfants s'amusent et vous vous retrouvez dans un hôtel adult only, bah c'est quelque chose qui n'est pas positif et donc votre expérience n'est pas positive. Donc ce qui est important aujourd'hui pour une destination, c'est de valoriser ses produits, valoriser son terroir. Donc je pense qu'il est indispensable de communiquer sur une Tunisie plurielle. Chose qui a commencé à être faite, hein. Les dernières campagnes de communication initiées par Publicis démontrent que la Tunisie est plurielle, que la Tunisie est un pays qui n'est pas grand en distance et qu'on peut faire différentes activités dans la même journée. Il faut maintenant qu'il y ait un encouragement, en plus de la communication, sur cette liberté d'entreprendre. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une idée de créer un centre d'animation ou d'activité qui va se spécialiser dans tel ou tel domaine, hein. Je ne vais pas citer, je parle d'une manière générale, mais par exemple un club de VTT qui veut pouvoir imaginer un parcours dans la montagne à côté de Hamet, il ne faut pas que ce club-là soit lié à des milliers d'autorisations qui fait que l'initiative échoue. Et donc nos gouvernants doivent changer notre méthodologie d'entreprendre pour aller vers une facilité à l'entreprendre et un contrôle par la suite, et non pas à l'inverse. Aujourd'hui, nous sommes en train d'exiger énormément d'autorisations d'autorisations et de procédures qui sont longues, et une fois qu'on a l'autorisation, il y a très peu de contrôle par la suite. Alors que je pense qu'il est plus judicieux de dire à n'importe quelle personne, vous voulez entreprendre, on vous encourage, allez-y, et de faire des vrais suivis de qualité pour s'assurer de la notion de sécurité, de la notion de respect et de conformité vis-à-vis de la loi, plutôt que mettre énormément de difficultés pour faire aboutir un projet et après le laisser libre dans l'air.